Bonjour et donc bonne année pour le premier podcast de l'année 2026. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que ces podcasts historiques continueront à vous plaire. Au programme donc de janvier, on commence avec du lourd, il faut bien le dire, puisque on m'a demandé d'évoquer le conflit nord-irlandais. Alors, je dois avouer que c'est quand même quelque chose qui me touche plus personnellement. J'ai essayé de rassembler quelque chose d'assez exhaustif tout en étant un peu plus détaillé dans certaines parties parce que c'est assez complexe, même si ce n'est pas, on va dire, d'une complexité folle, mais c'est quand même assez complexe puisqu'il y a plusieurs ramifications qui se sont greffées au fil des années avec ceci. Alors, on va vraiment détailler, en tous les cas historiquement, puisque il faut quand même évoquer la colonisation britannique, ce qui s'est passé avant la guerre d'indépendance de l'Irlande, etc. Alors, il faut quand même savoir que le conflit nord-irlandais est quasiment le dernier et en tout état de cause le plus sanglant de l'histoire de l'île d'Irlande depuis le début du XXe siècle. Alors on appelle en anglais, nous on l'appelle le conflit nord-irlandais, les Britanniques ils appellent the Troubles, donc les problèmes. Les Irlandais ont un autre nom mais qui est à peu près équivalent à the Trouble. Et en fait l'événement déclencheur, pour schématiser, et en fait la mobilisation pour les droits civiques en faveur de la minorité catholique en 1968. C'est ce qu'on va évoquer plus précisément après. Et pour en arriver là, pour arriver à ces fameux troubles en Irlande du Nord, il faut quand même revenir avant la colonisation britannique. En fait, il faut expliquer que l'Irlande n'avait pas connu d'invasion, si ce n'est une petite incursion des Vikings, assez vite assimilée, que l'on date entre le 8e et le 9e siècle. Et en 1155, il y a une bulle pontificale d'Adrien IV, donc qui est d'ailleurs le seul pape d'origine anglaise de toute l'entité, donne l'Irlande à Henri II d'Angleterre, en vue en fait de rétablir les liens très difficiles et très minces entre l'Église d'Irlande et Rome. Néanmoins, le roi d'Angleterre n'intervient pas dans l'île jusqu'en 1167 pour soutenir un certain Dermot McMurrough, et en 1175, l'autorité anglaise est officiellement reconnue sur l'entièreté du territoire irlandais. Et cette installation anglaise, en fait, va d'abord se cantonner, on va dire, assez rapidement dans certaines régions. Il y a une assimilation des colons anglais aux coutumes irlandaises, mais qui est vite considérée comme dégradante du côté de la couronne, qui fait voter en 1366 les statuts de Kilkenny, qui établissent en fait une ségrégation entre les colons et les indigènes, donc entre les Anglais et les Irlandais. Et c'est la véritable colonisation qui va débuter à la dynastie des Tudors, puisque des terres vont être confisquées dès le 1556, en vue en fait de créer des véritables colonies, des plantations, comme ils appelaient ça, pour établir le pouvoir et affirmer le pouvoir anglais sur l'île. Et donc pendant toute la seconde partie du XVIe siècle, il va y avoir plusieurs révoltes qui vont éclater, notamment contre la constitution de l'église anglicane en religion officielle en 1560. Alors c'est soutenu cette révolte par de vieux Anglais, de vieux Écossais qui descendaient des colons du XIIIe et du XIIe et XIIIe siècle, et qui sont fidèles en fait encore au catholicisme. Et malgré malheureusement le soutien de Rome, les différentes révoltes et rébellions échouent. Et les terres de leurs chefs sont bien sûr confisquées par la couronne britannique et relancent la politique de plantation. Ces nouveaux colons, on va dire les nouveaux Anglais, sont anglicans, les nouveaux Écossais sont presbytériens, ils installent particulièrement dans la province du Nord-Est, donc
ce qu'on appelle l'Ulster, et la conquête de Cromwell, en fait qu'on nomme la conquête cornwallienne de l'Irlande, puis la victoire du prétendant protestant au trône d'Angleterre qui est Guillaume d'Orange sur son concurrent Jacques II qui était catholique, va véritablement implanter les Britanniques, enfin les Anglais, sur ces territoires. Et entre 1695 et 1727, on va promulguer plusieurs lois pénales qui va établir des discriminations économiques, sociales, politiques vis-à-vis de tous les catholiques de l'île. C'est une véritable persécution religieuse, alors modérée, parce que voilà, il y a des petites touches, on va dire, catholiques et sur les Anglais dissidents qui vont être faits au cours des années, mais principalement, c'est véritablement une persécution religieuse. Et le clergé catholique va organiser en sous-main, en sous-marin, un espèce de culte clandestin. D'où naît ce côté nationaliste entre les protestants irlandais et les protestants catholiques. Le gouvernement britannique va limiter à la fin du XVIIe siècle toutes les possibilités de développement économique et commercial de l'île au sein de l'élite coloniale protestante, eh bien, va naître un premier mouvement nationaliste irlandais. C'est John Henry Flood qui va devenir le chef du Parti patriotique irlandais en 1759. Et à la fin du XVIIIe siècle, en fait, la situation économique des Irlandais, particulièrement des catholiques, il faut quand même le dire, vont commencer à s'améliorer. Et en 1783, le Parlement d'Irlande obtient une très grande autonomie et qui va en fait voir arriver le vent du souffle de la Révolution française, qui va inspirer encore plus de nationalistes, notamment Wolfe Tone, qui en 1791 va créer la Société des Irlandais Unis. En 1795, il y a l'Ordre d'Orange, qu'on connaît très très bien si vous en avez déjà entendu parler, qui regroupe les protestants loyaux à la couronne britannique. Et pendant qu'en Ulster, les paysans catholiques et protestants s'affrontent au sein de sociétés secrètes, hein, on appelle ça les Defenders ou les Peep-o'-Day Boys, il y a une rébellion qui éclate en mai 1798, qui est menée par ces fameuses sociétés des Irlandais unis. Alors elle va échouer, faute d'alliance, malheureusement, mais un an auparavant, il faut quand même dire que les actes de l'Union mettant fin donc à la relative autonomie de l'Irlande avaient été adoptés le 7 juin 1800, pile. Alors, l'Irlande est intégrée au Royaume-Uni et plus de 90% des terres que possédaient les colons britanniques protestants sont évidemment englobées dans la couronne. Un avocat catholique du nom de Daniel O'Connell va, en avril 1829, obtenir la fin des discriminations contre les catholiques. Alors c'est un pacifiste pur et dur, pourtant, au fil du temps, il va se radicaliser, il va durcir le ton et il va fonder en fait la Loyal National Repeal Association, qui en fait va aider, soutenir en masse des catholiques pour transformer le paysage du nationalisme irlandais, qui était auparavant majoritairement protestant, mais qui va véritablement relancer tout ça. Alors, il faut dire que l'Irlande va passer par des grosses famines, notamment la grande famine de 1845 à 1849, qui agite véritablement ce problème agraire que subit l'Irlande.
Et dans la deuxième partie du 19e siècle, eh bien, il y a de nombreuses sociétés secrètes, des organisations secrètes qui vont être fondées, qui vont d'ailleurs relancer assez rapidement des campagnes d'attentats et d'assassinats, notamment the Irish Republican Brotherhood, qui est créé en 1858. Et à partir de 1870, les partisans d'une solution politique, notamment par exemple le protestant Charles Parnell, militent pour l'application d'un home rule, donc autrement dit une autonomie complète de l'Irlande. Alors, il va y avoir des élections au Parlement du Royaume-Uni en 1885, en Irlande, qui va donner la victoire à ce qu'on appelle l'Irish Parliamentary Party, donc plus connu sur le Home Rule Party, en fait, tandis que en fait les unionistes vont s'organiser contre cette forme d'autonomie. Et les différents projets de ce Home Rule sont rejetés en juin 1886, puis en septembre 1893, et c'est un des principaux thèmes de campagne au Royaume-Uni petit à petit. Alors les réformes agraires arrivent à la fin du 19e siècle, redonnent partiellement la propriété des terres aux Irlandais. D'ailleurs, en 1900, à la veille, enfin l'année de la Première Guerre mondiale, en 1914, ils vont tout, on pense que les Irlandais détiennent à ce moment-là 2 tiers de leurs terres, enfin ont récupéré 2 tiers de leurs terres. Mais le mouvement nationaliste, en fait, va changer de forme. Et il y a des organisations, notamment par exemple la Ligue gaélique, qui est fondée en 1873, va diffuser un nationalisme plus culturel qu'économique. Et de l'autre côté, il y a quand même des gens qui vont commencer à créer des partis, et notamment un certain James Connolly qui va en 1896 créer le Parti socialiste républicain irlandais, qui va allier à la fois le socialisme qui est très en vogue à l'époque et ce nationalisme qui vient de la nuit des temps, pour ainsi dire. Alors un peu moins révolutionnaire, un certain Arthur Griffith va former en 1905 le fameux Sinn Féin. Alors c'est véritablement au début du XXe siècle que l'Irlande est agitée par les troubles nationalistes, républicains et qui vont recevoir des répliques unionistes, et le Parlement britannique qui avait accepté de mettre en place un Home Rule ou alors Government of Ireland Act en 1914 va confédérer et accepter une certaine relative autonomie de l'Irlande par rapport au Royaume-Uni. Enfin, en tous les cas, dans le Royaume-Uni. Alors, ces deux camps se préparent petit à petit à aller au contact. On est bien d'accord sur la question. Et donc, de chaque camp, ils s'organisent. Ils commencent à créer des milices. Ils s'entraînent militairement. Et puis, ils font des stocks d'armes. Alors, les Ulster Volunteers de l'unioniste Edward Carson en 1912 par exemple, ou alors les Irish Volunteers de la fameuse Irish Republican Brotherhood dont je vous ai parlé tout à l'heure, et encore il y avait les Irish Citizen Army qui eux dépendaient d'un syndicat des transports irlandais en général. Voilà, c'était en gros, je crois que ça s'appelait the Irish Transport and General Workers Union, en fait, bref, transport et les travailleurs de l'Union. Et tout ce mouvement va commencer à se diviser sur l'attitude à adopter de la Première Guerre mondiale. Parce que 1914 arrive, et il y a une partie qui décide de se rebeller entre guillemets en disant ben non, on n'est pas d'accord, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc ils voient une partie de ces mouvements voit l'occasion de se soulever et d'y aller. Et donc le 24 avril 1916, à peu près 750 membres de l'Irish Volunteer et de l'Irish Citizen Army proclament la République irlandaise à Dublin.
Ils vont s'emparer de plusieurs bâtiments stratégiques et c'est ce qu'on appelle l'insurrection de Pâques, donc Easter Rising en anglais. Et alors il faut quand même l'avouer, au début la population n'est pas très fan des insurgés. Bon, elle est d'accord avec leurs idées, il n'y a pas de problème. Bon, il y a eu, voilà, parce qu'il y a eu une répression sanglante, etc. Et d'ailleurs, la plupart des chefs de la rébellion sont passés par les armes. Euh, et puis, ce petit parti d'opposition, qui est le Sinn Féin, a décidé d'y aller avec la force. Il est notamment accusé par les Britanniques d'être à l'origine de cette fameuse insurrection de Pâques. Et il devient soudain un des partis politiques nationaux les plus connus et il va monter en puissance au sein de tous les républicains. Alors en février 1919, Michael Collins, alors que tout le monde plus ou moins, dont tout le monde a entendu le nom, qui était d'ailleurs le directeur des Irish Volunteers, parvient à faire évader de Valera, donc Eamon de Valera, de prison, qui devient le président du Dáil, donc en avril. Et ce dernier nomme immédiatement un gouvernement provisoire avant de partir aux États-Unis, en fait pour obtenir le soutien du président Woodrow Wilson dans la reconnaissance des droits des Irlandais à l'autodétermination dans leur pays lors de la conférence de paix de 1919. Bon, alors je ne cache pas qu'il est parti aussi pour le fric, et que pendant ce temps, en fait, oui, parce qu'il faut de l'argent, hein, l'argent est donc le nerf de la guerre, on le rappelle. Et pendant ce temps, Michael Collins, qui est donc ministre des Finances, fait le tour de l'Irlande à bicyclette et réussit à emprunter aux sympathisants de la cause indépendantiste, petit à petit, à droite, à gauche. Alors, il est très très populaire, c'est un homme qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup d'influence, c'est un très très bon débatteur et il s'exprime très très bien, il envoûte les foules, d'ailleurs son surnom est Big Fellow, donc le bon gars, le grand gars, parce qu'il était assez grand, et il devient très très populaire. Et en août 1919, le gouvernement britannique interdit le parti, le Sinn Féin, et donc le Dáil est dissous. Alors Michael Collins, qui avait été déçu du manque d'organisation et d'entraînement militaire lors de l'insurrection de 1916, décide de diriger les actions d'un groupe qui est né de la fusion entre les Irish Volunteers et l'Irish Citizen Army, qui va s'appeler The Irish Republican Army, donc l'IRA en français, IRA si vous voulez en anglais, qui va commettre des attaques contre d'abord des policiers, qui va faire des raids et des attentats à la bombe, et en fait Michael Collins donc va devenir en gros schématiquement l'inventeur du terrorisme urbain. Il a une bonne bouille, enfin je sais pas si vous voyez qui c'est, mais voilà. Alors l'armée britannique à ce moment-là, donc entre 1919 et 20, est littéralement harcelée par l'IRA, et de manière assez violente, mais elle réplique encore plus violemment. En mars 1920, l'Empire décide de recruter 7000 vétérans de la Première Guerre mondiale pour, en gros, aller réprimer les actions de guérilla urbaine de l'IRA, qui... alors, ces 7000 militaires vétérans vont être rapidement surnommés, et on les appelle encore comme ça, The Black and Tans. Leur violence est innommable et va paradoxalement, et ça s'explique aussi parce que ils ont un côté très sauvage et très violent dans leurs exactions, va ne faire que renforcer le soutien des Irlandais à l'IRA. En août 1920, il y a une deuxième force armée encore plus violente que la précédente, et Dieu seul sait qu'ils n'étaient pas très sympathiques ceux-là, qui va être arrivé, donc les Auxies, qui est le raccourci pour Auxiliary Division, qui est véritablement encore plus violente que les Black and Tans. D'ailleurs, il y a un écrivain
qui a expliqué leur jeu, donc il dit, je cite, qui s'appelle donc, c'est un écrivain franco-irlandais, hein, qui s'appelle donc Pierre Joaon, qui avait expliqué dans une étude sur, enfin dans de la revue Études irlandaises, qui avait expliqué la violence qu'avaient ces deux groupuscules. Je cite, convaincus qu'il n'aurait y avoir que de meilleures protections que la peur qu'ils inspirent, les Black and Tans et les Oxies semaient la terreur. Leurs raids sont de véritables expéditions punitives. Des prisonniers ou des simples suspects sont torturés ou exécutés, sommairement ou pas. Des maisons incendiées, des commerces pillés. En maint endroit, des civils sont jetés à la rivière sous des grêles de balles. Dans un village, un homme s'est précipité dans les flammes de sa propre maison. À Cork et dans le comté de Galway, des jeunes sont fouettés jusqu'au sang, et un prêtre qui administrait les derniers sacrements est abattu d'une balle dans la tête. Le maire nationaliste de Cork est assassiné directement dans son lit. Là, ce qui était exaction assez... voilà. Alors là, vous imaginez bien que la violence grimpe tragiquement, petit à petit, et le 21 novembre 1920, Michael Collins projette d'affaiblir les forces des services secrets britanniques, donne l'ordre d'exécuter des agents et des informateurs au service de la puissance occupante, et dont certains avaient infiltré plusieurs organisations nationalistes irlandaises. Et donc tôt ce matin du dimanche 21 novembre 1920, l'IRA mène une opération de grande ampleur et tue 14 personnes. En représailles, évidemment, le dimanche après-midi, les Oxies et les membres de la police royale irlandaise tirent sur la foule qui s'est réunie à Croke Park. D'ailleurs, il y a une très belle BD qui s'appelle Croke Park, si vous voulez en savoir un peu plus, pour assister à un match de football gaélique. Et ils font 14 morts, ouais, ben, œil pour œil, dent pour dent, c'est ce qu'on dit, et une soixantaine de blessés. Parmi les plus jeunes victimes, assassiné d'ailleurs, il y a un petit jeune homme, un petit garçon qui a 10 ans, qui s'appelle Jérôme O'Leary. D'ailleurs, l'événement est connu, d'ailleurs, en gros, au début, et qui va faire écho à une autre date qui s'appelle Bloody Sunday, le dimanche sanglant, qui fait un scandale à l'international et qui va véritablement jeter l'opprobre, on va dire, sur la politique de maintien de l'ordre de l'Empire britannique en Irlande. Et on va devoir, en fait, tout simplement au château de Dublin, voir des membres du Parlement absolument horrifiés parce que ce massacre avait été non autorisé, évidemment. Alors l'IRA n'avait pas l'autorisation de tuer des personnes le matin, on est bien d'accord, mais ils tuaient des gens dans leur rang, c'est-à-dire des gens infiltrés, des gens qui les avaient trahis. Là, ils y sont allés pendant un match de foot et ils ont dégommé les gens. Bon, super. Donc, dans les deux camps, c'est à partir de ce moment-là, vraiment, œil pour œil et dent pour dent. Une semaine après le Bloody Sunday, l'IRA va tuer 17 Oxies qui étaient en patrouille. Et le 11 décembre, c'est les Black and Tans et les Oxies qui vont incendier la ville de Cork et qui vont tirer sur les pompiers qui viennent éteindre le feu. Alors, en Grande-Bretagne, la question irlandaise divise toutes les strates de la population et du gouvernement. Le gouvernement britannique perd le soutien de l'église anglicane, et véritablement c'est une question absolument primordiale. La presse les lâche, les libéraux radicaux les lâchent, les travaillistes les lâchent et une grosse partie du camp conservateur. Alors le 20 décembre 1920, le Parlement de Westminster vote le Government of Ireland Act qui décide d'une partition de l'Irlande en deux entités. D'un côté, les 6 comtés de l'Ulster deviennent donc l'Irlande du Nord, protestante, et les 26 autres comtés deviennent l'Irlande du Sud, catholique. Alors chaque Irlande, qui demeure toujours dans le Royaume-Uni à ce moment-là, obtient un parlement, et l'Irlande du Nord obtient en plus une cour suprême et une haute cour de justice. Alors, entre janvier et juin 1921, c'est véritablement la plus grosse partie de violence qu'il y a à ce moment-là. On décompte plus de 1000 morts. Certains historiens considèrent que 70% des victimes du conflit, de ce conflit-là nord-irlandais,
est décédé dans ce laps de temps, donc janvier-juin, hein, 6 mois, hein, ça fait énorme. Et le roi George V, qui ne comprend pas les violences qui sont faites en son nom, hein, par ses troupes, décide, dans un discours qui fait date, donc du 22 juin 1921 à Belfast, pour l'inauguration de ce fameux Parlement de l'Irlande du Nord, il appelle à la paix entre les Irlandais et les Britanniques, et entre surtout les catholiques et les protestants. Il déclare, je cite, « Je parle de tout mon cœur lorsque je prie pour que ma venue en Irlande soit aujourd'hui le premier pas vers la fin du conflit qui divise son peuple, pour des questions de race ou de croyance. Dans cet espoir, j'appelle tous les Irlandais à faire une pause, à tendre la main de la tolérance et de la réconciliation, à pardonner et à oublier, et à unir et s'unir pour créer une nouvelle ère de paix, de contentement et de bonne volonté pour la terre qu'ils aiment tous tant. » Alors le même jour, De Valera, dont on a parlé tout à l'heure, est arrêté dans la banlieue de Dublin. Il est relâché dès le lendemain, et preuve s'il en est d'un profond changement de la doctrine, hein, parce que sinon il serait passé par les armes. Et en tant que président de la République d'Irlande, Eamon De Valera est invité à négocier par le gouvernement britannique, donc du Premier ministre de l'époque, qui s'appelait David Lloyd George, et il décide de signer un traité de paix. Alors, il le signe le 21 juillet 1921. De Valera va rencontrer à 4 reprises le Premier ministre britannique. Il est invité à se rendre à Londres, mais il refuse, sous prétexte qu'un président ne peut pas être convoqué par un Premier ministre, pas faux. Et il envoie donc Michael Collins et Arthur Griffith, dont on a déjà parlé, pour négocier la fin de la guerre. Le 6 décembre 1921, Michael Collins signe donc le traité anglo-irlandais, et ces négociations aboutissent enfin à la création d'un État libre d'Irlande qui a un statut de dominion, si on veut, comme le Canada d'ailleurs et l'Australie, oui, c'est à peu près ça. Et donc si les Irlandais ont leurs institutions propres, le roi George V donc demeure le chef de l'État, et les membres du Dáil Éireann, donc du Parlement irlandais, ont l'obligation de prêter allégeance à la couronne britannique. Alors vous imaginez bien que ça tire un peu dans les rangs. Voilà. Et l'armée du Royaume-Uni a pour sa part l'ordre d'évacuer l'île. Alors, faut pas croire que ça va se passer aussi bien, parce que le traité anglo-irlandais va amener d'énormes divisions dans le camp nationaliste. D'un côté, vous avez Michael Collins et Arthur Griffith qui soutiennent, et de l'autre côté, vous avez donc le président de Valera et Brugha qui le rejettent. Il y a les anti-traités qui refusent, en gros, la partition de l'Irlande et l'obligation surtout de prêter allégeance au roi. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui veulent, ils veulent la République, point à la ligne, il n'y a pas à tortiller. Alors après avoir été approuvé à une écrasante majorité à Westminster, il est soumis au vote donc du Parlement irlandais le 7 janvier 1922, et les pro-traités emportent la victoire avec 64 votes contre 57. Et donc Eamon De Valera démissionne de son poste de président, et c'est Arthur Griffith qui le remplace. Alors à partir du 14 avril 1922, il y a 200 membres de l'anti-traité de l'IRA, qui est à ce moment-là mené par Rory O'Connor, qui est d'ailleurs un ancien directeur de l'ingénierie de l'IRA, qui vont décider d'occuper le palais de justice de Dublin. Et l'objectif, en fait, est à la fois de narguer le gouvernement d'Arthur Griffith et de voir échouer le traité anglo-irlandais, qui va bien sûr, évidemment, provoquer une crise diplomatique et militaire au Royaume-Uni. Alors après les élections générales, qui se tiennent le 16 juin 1922, et qui donnent une très large majorité aux députés du Sinn Féin, deux membres de l'IRA assassinent le maréchal Henry Hughes le 22 juin 1922. Alors Michael Collins, qui depuis de très longues semaines avait essayé de parlementer un peu, comme on veut, avec le fameux Rory O'Connor, est contraint d'ouvrir le feu sur le palais de justice le 28 juin. Et les combats de ce que l'on va appeler la bataille de Dublin vont durer jusqu'au 5 juillet 1922 et vont se terminer par une victoire des pro-traités et du gouvernement provisoire. Alors,
Cathal Brunner va être le président du premier Dale et va compter parmi les leaders des anti-traités. Simplement, le sort s'acharne, on va dire, puisqu'il va mourir de ses blessures contractées ce jour-là, enfin, pendant les troubles, et il meurt le 7 juillet 1922. Alors vous imaginez bien, les représailles vont arriver, Rory O'Connor va être condamné à mort et exécuté le 8 décembre 1922, et la bataille de Dublin, en fait, va déclencher un autre événement tragique qui va être la guerre civile irlandaise. À ce moment-là, il y a deux factions qui s'opposent. Vous avez le Irish National Army, donc l'INA, l'armée aux ordres du gouvernement de l'État libre d'Irlande, qui est dirigé par Michael Collins, et de l'autre côté, vous avez l'IRA, donc l'Irish Republican Army, qui est commandé par l'anti-traité Liam Laois. Et l'IRA va prendre le contrôle de certaines villes du sud-ouest de l'Irlande, et le gouvernement londonien fournit en fait littéralement en armes l'INA de Michael Collins, qui arrive en fait à mettre en échec les anti-traités, et il va reprendre le contrôle d'une partie du territoire. Malheureusement, en août 1922, la période est très très difficile pour l'État libre d'Irlande, puisque Arthur Griffith meurt d'une hémorragie cérébrale le 12 août 1922. 10 jours plus tard, alors qu'il se rendait dans le comté de Cork pour négocier un traité de paix, Michael Collins est pris dans une embuscade dans le lieu-dit Béal, ça se dit en français, c'est la bouche des fleurs, le lieu-dit, et il meurt d'une balle derrière la tête à l'âge de 31 ans. D'ailleurs, il y a un très très joli, mortuaire, mais très joli tableau d'un certain John Lavery qui s'appelle Michael Collins Love of Ireland, si vous voulez le voir. C'est Michael Collins avec son uniforme d'officier de l'armée irlandaise, avec le drapeau irlandais et une croix, il est sur son lit de mort, mais c'est un très très beau tableau. Donc dans les deux camps, il y a des tensions qui montent, mais de plus en plus, et l'IRA va mener des actions notamment contre les membres du gouvernement de l'État libre d'Irlande, qui est en réaction, évidemment, vous imaginez bien, les prisonniers de l'IRA sont exécutés par l'INA. Et de plus en plus, en fait, l'IRA est pris en grippe par la population irlandaise qui souhaite en fait la paix au début. Ils se disent, bon, vous êtes mignons, mais ça fait 4 ans qu'on s'en prend plein la tronche, ça va 5 minutes. Et l'IRA va, en fait, contraint à voir qu'il y a une hostilité populaire et qu'il y a des échecs répétés des actions de l'IRA, en fait, De Valera va ordonner un cessez-le-feu le 29 avril 1923, et les anti-traités vont déposer les armes le 26 mai. Alors, on établit qu'au total, cette guerre civile irlandaise a tué à peu près 4000 Irlandais, soit plus de victimes que la guerre d'indépendance, et que 12 000 républicains anti-traités ont été incarcérés, dont d'ailleurs De Valera, qui va être incarcéré jusqu'en 1924. Alors, la guerre civile irlandaise a profondément impacté la société civile irlandaise. D'ailleurs, Yeats, donc, qui est, je rappelle, prix Nobel de littérature en 1923, va publier un recueil qui s'appelle The Tower, dans lequel, en fait, il expose des poèmes écrits entre 1922 et 1923, qui sont regroupés sous le titre Méditation du temps de la guerre civile, et dont un des poèmes porte le titre plus ou moins éloquent, puisque en français on a traduit par Je vois des fantômes de haine et d'un cœur plein et du vide qui approche. Et parmi les poèmes qu'il écrit, il écrit notamment Vengeance pour les meurtriers, ce cri s'élève, vengeance pour Jack Mollet, en haillons de brume de dentelle, la troupe que la rage pousse, harcèle, affame, troupier, frappant troupier, mord à bras ou visage, plonge vers le néant, bras et doigts écartés, pour serrer le néant, et moi, l'esprit perdu dans ce tumulte insensé, j'allais presque crier Vengeance contre les meurtriers de Jack Mollet. Alors, dans une note de bas de page, Yeats va expliquer
la mention qui est faite au grand maître des Templiers, hein, Jack Mollet, qui est condamné, je rappelle pour la petite histoire, par le roi Philippe le Bel. Il explique d'ailleurs que la référence dans la deuxième strophe et du septième poète à Jack Mollet est un cri de vengeance justifié par le meurtre du grand maître des Templiers, qui lui semblait à l'époque parfaitement représenter ceux dont toute l'action trouve sa source dans la haine et qui ne peut par conséquent qu'être stérile. Alors en 1924, Edmond de Valera va sortir de prison, il va fonder un nouveau parti politique qui s'appelle Fianna Fáil, avec un principal mot d'ordre, la réunification de l'Irlande. Et évidemment, dès 1932, ce fameux parti va remporter la majorité. Alors, il y a plusieurs historiens qui expliquent que malgré le ressentiment qui était encore vivace, né de la guerre civile, de Valera a pu prendre ses fonctions, établir des fonctions dans le cadre d'une alternance démocratique. Et il dit qu'en fait, ça peut s'expliquer par la crise économique du krach boursier de 1929, mais aussi par l'échec de la révision de la frontière promise dès 1921. Et en fait, toutes les conclusions des commissions qui sont mises en place à l'époque étaient tellement défavorables à l'État libre, puisqu'il fallait transférer certains territoires du sud au nord, qu'en fait Dublin va préférer reconnaître la frontière existante, confirmant donc la partition de l'Irlande en 1925 plutôt que d'aller au front encore une fois. Alors la promulgation de la nouvelle constitution en 1937, qui proclame donc l'Irlande comme une république indépendante du Royaume-Uni, avec une première langue officielle qui est le gaélique, va véritablement creuser le fossé entre les deux côtés de la frontière. D'un côté, vous avez l'Irlande du Nord, où la majorité protestante reste fidèle au Royaume-Uni, et où le petit noyau de catholiques va devenir de plus en plus discriminé. Alors il y a une certaine période un peu pas de calme, de relative, calme, qui va s'établir jusqu'à l'élection de Terence O'Neill en 1963, puisque l'Irlande du Nord vit vraiment une stagnation politique. L'IRA est isolée, ils ont tenté plusieurs fois de reprendre les activités armées, mais bon, ils se sont un peu heurtés à certaines répressions. Bon, évidemment, il y a une déclaration de guerre au Royaume-Uni en janvier 1939, donc qui est suivie par les attentats, une série d'attentats en Angleterre. Hein, tout ça, évidemment, avec le soutien, de certaines troupes. Alors, il faut quand même dire aussi que certains membres de l'IRA voyaient quand même d'un bon oeil de pouvoir avoir un soutien de l'Allemagne nazie, même si ça n'a pas été fait, mais en tous les cas, ils se sont dit, pour lutter contre les Anglais, l'ennemi de ton ennemi est donc ton ami, hein, voilà. Écoutez, à la guerre comme à la guerre, et ils vont pourtant se rapprocher en vérité d'autres groupes anti-britanniques, et en 1956, en décembre 56, va être lancée la campagne des frontières qui finit en 1962, qui va faire d'ailleurs 17 morts. Alors on compte 11 du côté IRA et 6 du côté Royal Ulster, donc la police nord-irlandaise, et l'IRA va décider d'enterrer les armes à ce moment-là, et va les vendre, une petite partie va les vendre au Free Wales Army, donc l'armée de libération du pays de Galles. Ah bah oui, vous n'allez pas les vendre à autre chose, voilà. Et à ce moment-là, 1968, ça ralote et tout, mais ça peut aller. Simplement, de l'autre côté de l'Amérique, il y a des gens qui parlent des droits civiques, et notamment un certain docteur Martin Luther King. Certains des catholiques et des protestants progressistes, qui militent d'ailleurs au sein de l'association nord-irlandaise pour les droits civiques, trouvent en fait que la répression qui a été faite des deux côtés des deux communautés, ça s'inscrit dans ce discours-là. Et évidemment, on voit ressurgir, à partir de 1968,
eh bien, à la fois les l'Ulster Volunteer Force et de l'autre côté l'IRA. Ah tiens, les revoilà. Voilà. Et l'objectif, en fait, pour l'IRA est à ce moment-là de défendre les quartiers catholiques. Alors en 1971, sous l'influence du Premier ministre britannique de l'époque conservateur, le pouvoir londonien autorise l'internement sans procès sur un simple soupçon d'appartenance à l'IRA de tout Nord-Irlandais catholique et interdit les marches, les défilés en faveur des droits civiques. Alors, suite à cette décision, ça tiraille, et durant les premiers mois de l'année 1971, une trentaine de soldats britanniques, appelés en renfort d'ailleurs par le Parlement nord-irlandais, sont assassinés par l'IRA. Alors, il y a des films qui... Bon, il y a des livres, hein, évidemment. D'ailleurs, dans le PowerPoint, à la fin, il y a des livres qui vous expliquent ce conflit-là, qui sont beaucoup plus éloquents. D'ailleurs, si vous voulez vraiment en savoir plus, il y a des choses qui ont été faites et écrites par Michael Collins, par Gary Adams, et puis par les autres, hein, de l'autre côté, évidemment, hein, parce que chacun de son camp a produit sa propre production politique, son propre manifesto, ce que vous voulez. Donc vous avez, si vous vraiment vous y intéressez, etc., c'est important. Alors, vous imaginez bien qu'il y a des films qui ont traité, d'ailleurs un très beau film, je ne sais plus, il s'appelle pas... alors, il y a Belfast qui s'appelle, qui est par Kenneth Branagh, qui est un très joli film, et qui n'est pas... qui montre l'histoire de cette période-là, 68-72, qui est assez heurtée, mais à travers le prisme d'un père de famille, de sa famille, et des prises de position, et du fait que c'était très compliqué de ne pas prendre position à ce moment-là. Mais il y a un très joli film aussi, enfin très joli, assez, on va dire, assez brut, comme film. Alors, je le cite maintenant parce qu'il faut vraiment, je pense, montrer, si vous voulez voir la guerre d'indépendance irlandaise et la montée de ce traité, de la déclaration d'indépendance de l'Irlande, il y a un seul film qu'il faut voir, mais vraiment parce que je pense que c'est l'un des plus beaux films qui a été fait sur le sujet. C'est Le vent se lève de Ken Loach. En anglais, c'est The Wind That Shakes the Barley. Parce que Le vent se lève, il y a un dessin animé, enfin un film d'animation japonais aussi qui s'appelle comme ça, mais Le vent se lève de Ken Loach. Véritablement, c'est l'un des plus beaux films que j'ai vu sur ce sujet-là, qui est assez vrai d'ailleurs, puisque c'est l'histoire en fait de deux frères qui au début, un est très très impliqué dans la proclamation de l'indépendance de l'Irlande, etc. L'autre qui, non, il veut être juste médecin, arrêtez de me faire chier, je vais aller à Londres pour faire mes études, etc. Il va se retrouver par ricochet obligé de prendre les armes, et qui va aller jusqu'au bout du combat de son frère. Voilà. Donc, mais vraiment, c'est un film absolument magnifique. Sur les troubles dont on a parlé tout à l'heure de Bloody Sunday, etc. Mais vous allez voir, il y a un autre Bloody Sunday qui arrive derrière. Il y a évidemment The Bloody Sunday de Paul Greengrass. Vous avez Au nom du père, donc de Daniel Day-Lewis, hein, qui parle de cette période-là, enfin voilà, qui a été accusé à tort, et son père d'ailleurs aussi. Mais il y a un film qui s'appelle 71. Je me rappelle plus le nom de la personne qui l'a fait. Mais c'est un film qui parle d'un soldat britannique qui va être séparé de son unité et qui va se cacher dans le Belfast, et dans la partie catholique de Belfast, et qui va être véritablement pourchassé par l'IRA. Vraiment, je crois que c'est Jack O'Connell qui est l'acteur principal. Mais vraiment, si vous voulez pas vous attaquer à des grosses pavasses, voilà, il y a des films qui peuvent vous expliquer. Après, il y a des films un peu moins profonds ou autres, mais voilà, ce que je viens de citer, vraiment, si ça vous intéresse, il faut y aller, quoi. C'est voilà. Mais Le vent se lève pour expliquer surtout le dilemme aussi à l'intérieur de la société irlandaise, etc., et des exactions qui sont faites, y compris au sein de leur propre mouvement, pour le bien de tous. Tout à l'heure, je parlais des limitations des traîtres, on le voit dans Le vent se lève à un moment donné, donc c'est vraiment à voir. Le 30 janvier 1972, l'association nord-irlandaise pour les droits civiques organise une marche à Derry. Alors, Londonderry pour les Britanniques.
Oui, oh bah, je suis désolée, moi je prononce des rien. Qui se trouve dans le quartier catholique donc de Boxside et qui en fait conteste l'autorisation d'interner sans procès, ce dont je parlais tout à l'heure. Alors, évidemment, il y avait une interdiction de se rassembler et de faire des marches, donc on envoie un régiment de parachutistes de l'armée britannique qui va ouvrir le feu sur les manifestants, euh, qui fait 14 morts et 28 blessés. Plusieurs adolescents sont tués, notamment des balles dans le dos, ce qu'on appelle le deuxième Sunday Bloody Sunday, puisque la foule descend vers le centre-ville et en fait part ce dimanche 30 janvier 1972 manifester assez pacifiquement contre les mesures qui internent officiellement, sans forme de procès, les catholiques nationalistes et cette marche répond en fait à l'appel d'une association nord-irlandaise pour les droits civiques qui réclame tout simplement l'égalité entre les catholiques et les protestants. Et comme cette manifestation est interdite par les autorités, ils vont envoyer le premier bataillon du régiment de parachutistes britannique. Et le commandement britannique veut faire un exemple à Derry, qui est en gros le berceau de la contestation irlandaise et catholique. Et donc, aux alentours de 15h45, le cortège, qui fait à peu près 15 000 personnes, commence à bloquer par un barrage, est bloqué par un barrage par les parachutistes à la sortie de Boxside. Alors, ça se jette des pierres, les autres jettent des gaz lacrymogènes, ça balance du canon à eau, allez, vas-y, de l'autre côté, je te balance des balles de caoutchouc, enfin bon, bref, ça commence à s'embraser. Et soudain, en fait, les soldats britanniques vont tirer à balles réelles et vont blesser deux manifestants qui sont âgés à peu près de, je crois que ils ont 15 et 59 ans ou 60 ans, les deux premiers. Et il y a un mouvement de panique qui va se créer et plusieurs centaines de personnes vont refluer vers une rue perpendiculaire et à ce moment-là, le commandant de l'unité parachutiste, qui s'appelle le colonel Wilford, va donner l'ordre d'entrer dans le Boxside pour rafler les meneurs. Et ils vont entrer avec des véhicules blindés. Les paras vont débouler dans Roseville Street et sans sommaçon, ils vont ouvrir le feu sur une foule qui part, qui fuit, qui n'est non armée. On rappelle que c'est des pacifistes pour les droits civiques, et qui vont se réfugier au bord d'une place, pas loin d'un parking. Et on va décompter 13 morts, dont 6 adolescents âgés de 17 ans, et nombreux d'entre eux, et c'est ce qui va être aperçu après, ont été abattus d'une balle dans le dos, alors qu'ils tentaient de porter secours aux victimes. Il y a un 14e homme qui va succomber de ses blessures quelques mois plus tard. Alors, c'est un massacre qui va provoquer un émoi considérable dans les deux Irlandes, ce qu'on appelle le deuxième Bloody Sunday, qui va avoir des répercussions multiples. Alors, la population catholique se met à haïr les parachutistes britanniques, qui étaient d'ailleurs jusqu'à présent plus acceptés que la police nord-irlandaise, pour vous dire. Et de nombreux hommes qui étaient jusqu'à là assez pacifistes, qui étaient là, justement, dans les rangs de cette manifestation, vont rejoindre en masse l'IRA pour combattre les Anglais. Et c'est cet événement tragique qui va internationaliser le conflit, parce qu'en fait, il y a une pression croissante sur la République d'Irlande de la pure République d'Irlande et des États-Unis qui vont demander la fin des discriminations. Et pour éteindre la polémique, plus ou moins, les autorités britanniques vont créer une commission d'enquête suivant ce 30 janvier 1972. Elle va siéger 17 jours. Le rapport va exonérer toute faute hiérarchique militaire et parachutiste et va donner un point de vue différent. C'est-à-dire ils vont exposer en disant « mais les paras ont ouvert le feu parce qu'en fait ils étaient en état de légitime défense, parce qu'ils ont essuyé des tirs en premier de l'autre côté ». Alors évidemment, ça va devenir la thèse officielle pendant des années, jusqu'à ce fameux traité du Vendredi Saint, des accords de paix du Vendredi Saint de 1998, où
Tony Blair, le Premier ministre britannique, va accepter de désigner une nouvelle commission d'enquête. Et là, le rapport qui est public, hein, d'ailleurs on peut très bien le compulser, qui date de juin 1910, fait état de la responsabilité des parachutistes en disant que les tirs n'étaient non justifiés et qu'aucun des 17 militaires auteurs de tous ces coups de feu, et d'ailleurs je crois qu'ils disent qu'il y a plus de 100 coups de feu répertoriés tirés par ces 17 militaires, n'ont jamais été jugés. Alors les poursuites judiciaires contre un soldat anonyme, qui est soupçonné d'ailleurs d'avoir carrément tué volontairement 2 personnes ce jour-là, en gros accusé de meurtre, vont être abandonnées. Et depuis le 30 janvier 1972, eh bien, cette tragédie est encore vivante dans tous les esprits. D'ailleurs, tout le monde connaît Sunday Bloody Sunday, de la chanson éponyme du groupe U2, qui est sortie en 1983. Voilà, c'est une chanson en fait dont les paroles racontent dans le déroulé, hein, plus ou moins, sur ce dimanche sanglant. Alors, à l'époque, dans les journaux français de l'époque, notamment par exemple dans l'Express de février 1972, donc quelques semaines après, il y a des journalistes qui racontent, notamment un certain Georges Hénin qui intitule son article « Le feu aux poudres » et qui dit « Comme dans les tragédies shakespeariennes, l'Angleterre contemple avec étonnement une flaque de sang. Ce sang, celui des catholiques irlandais hostiles à la présence britannique en Ulster, à ses soldats, et ces soldats britanniques l'ont fait couler ce sang le 30 janvier par une fusillade aveugle. Londonderry a mis le feu à un tonneau de poudre oublié depuis 50 ans. L'Angleterre a cru se débarrasser du problème en accordant à la majorité des Irlandais l'indépendance et la souveraineté. Il en restait dans le Nord un demi-million à ses trousses. Comme toutes les partitions, celle de l'Irlande a engendré non pas des résignés, mais des révoltés. Les Anglais à la porte, hurlaient mercredi les gens de Dublin, le Sud et le Nord ne font qu'un. Pour M. Heath, au moment où il s'engage en Europe, la guérilla irlandaise est un combat de retardement, une bataille du passé. Il ne se peut se permettre de sacrifier le bon renom de l'Angleterre, Heath c'est le premier ministre britannique, dans une guerre des 2 Irlandes. Il lui en coûterait beaucoup trop de la gagner. Un deuxième journaliste qui s'appelle René Bachmann intitule son article « 13 morts qui changent l'histoire ». Ça paraît dans le Nouvel Observateur le 7 février 1972. Les conséquences immédiates de la mort de 13 jeunes catholiques le dimanche 30 janvier à Londonderry sous les balles des parachutistes britanniques ont été relativement mineures. Le retrait de l'ambassade d'Irlande à Londres est le symbole que l'on peut en tirer, et les Anglais feront, aux frais d'ailleurs du gouvernement irlandais, reconstruire leur ambassade à Dublin, entièrement détruite par le feu le 1er février dernier sous les huées de la foule. Mais, ce qui a changé vraiment, c'est l'attitude des Irlandais jusqu'à présent non engagés dans la fusillade de Londonderry, qui a cristallisé l'opinion. La foule de 30 000 personnes qui suivait la destruction de l'ambassade à Merrion Square, comme on l'aurait suivi un match de football, n'était pas composée de militants de l'IRA. Il y avait là des bourgeois, des travailleurs encadrés par leurs syndicats, des étudiants, des apolitiques, pour qui les morts de Londonderry avaient eu enfin le mérite de rendre actuel et immédiat un conflit qui, jusqu'à présent, était lointain. Psychologiquement, la conséquence est incalculable et rend plus probable un dénouement dramatique et rapide de conflit. Il y a des morts qui changent l'histoire. Enfin, Jean-Claude Leclerc, dans Le Devoir, un journal québécois qui est publié le 1er février 1972, intitule son article tout simplement « Le massacre de Londonderry ». Les interventions dramatiques du Premier ministre de l'Irlande, en vérité, ne doivent pas faire illusion. Ce n'est plus seulement la paix dans le nord de l'île que le gouvernement de Dublin cherche à y rétablir, mais avec de plus en plus d'inquiétude, c'est sa propre stabilité qu'il tente de protéger. Il est probable, en effet, que l'IRA a, depuis dimanche, gagné du terrain, non seulement en Ulster, mais non moins significativement dans l'Irlande libre. Tout comme Londres s'enlise avec ses troupes dans cette portion du Royaume-Uni, Dublin glisse imperceptiblement, mais irréversiblement, vers la même poudrière derrière les pas des terroristes.
Si aucun État ne peut intervenir d'autorité dans le drame actuel, il faut souhaiter que les trois capitales immédiatement intéressées, tout en pressant la formulation d'une solution politique, acceptent d'en confier la mise en application à d'autres forces de l'ordre. Autrement, la haine gagnant partout du terrain et il ne sera plus possible de vivre dans les 6 comtés. L'Irlande et la Grande-Bretagne devront faire place aux réfugiés de l'une et l'autre communauté. Alors, l'événement qui est donc interpellé comme Bloody Sunday, en référence à celui de 1920, voilà, il y en a deux, va choquer cette population, et y compris la communauté internationale. Et d'ailleurs, la République d'Irlande décrète une journée de deuil national en hommage aux victimes, et plusieurs pays européens, dont la France d'ailleurs, pressant le Royaume-Uni de travailler ardemment pour obtenir un traité de paix, et ce, lorsque le pays s'apprête à rejoindre avec l'Irlande, la communauté européenne, puisque c'est à peu près à ce moment-là qu'ils sont rentrés dans l'Union. Alors le gouvernement britannique va d'abord tenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se disculper. Non, c'est pas nous, c'est ceux d'en face. Oui, voilà. Et évidemment, l'explication ne va pas convaincre grand monde. Seuls les civils désarmés sont morts. Et des soldats, de l'autre côté, se contredisent. Parce que anonymement, il y a des soldats qui commencent à témoigner, notamment dans un reportage qui est diffusé par Channel 4, qui va montrer, en fait, tout simplement ce qui se passe. Voilà, donc pas dire ah mais en face ils n'avaient pas d'armes et nous on a tiré. Oui, bah c'est pas légitime défense, chouchou, hein, voilà. Et en 1972, le chanteur anglais d'origine irlandaise John Lennon, plus connu pour être un des membres des Beatles, écrit une chanson qui s'appelle Sunday Bloody Sunday, qui va apparaître d'ailleurs sur son album, si vous l'avez écouté, Sometime in New York City, et il décrit en fait ce crime violent. En fait, et donc il commence sa chanson en disant eh bien c'était dimanche, sanglant dimanche, quand ils ont tiré sur la foule, les pleurs des 13 martyrs ont rempli l'air de Derry, libre de Derry. Y a-t-il quelqu'un parmi vous pour oser blâmer les enfants? Pas un enfant soldat ne saignait quand ils ont cloué des cercueils. Et il continue la chanson, alors je vous la fais en français. Hein. Vous, ports anglais et écossais, envoyez coloniser le Nord, vous agitez votre putain d'Union Jack et vous savez sa valeur. Comment osez-vous demander une rançon à un peuple fier et libre? Laissez l'Irlande aux Irlandais, repoussez les Anglais à la mer. Repoussez en Grande-Bretagne, vous tous qui l'appelez maison, laissez l'Irlande aux Irlandais, non à Londres et à Rome. Alors, en 1983, c'est ce que j'ai dit, le groupe irlandais U2 va chanter une chanson qui s'appelle Sunday Bloody Sunday, puisque voilà, c'est comme ça que ça va s'intituler. Véritablement, en fait, ça fait référence à cet événement dramatique. Alors, la chanson est très pacifiste. C'est vraiment un appel à la paix entre protestants et catholiques, contrairement à la Sunday Bloody Sunday de John Lennon, qui était un brûlot absolu pour la réunification de l'Irlande et le retrait des Britanniques de l'Irlande du Nord, et même contre la Commission européenne. Alors, face à cette pression internationale, en fait, les belligérants des deux côtés décident de signer un accord qui s'appelle l'accord de Sunningdale, qui, en fait, en gros, partage le pouvoir entre les communautés catholiques et protestantes pour éviter toute forme de discrimination. Vous imaginez bien que ça crée encore des conflits et les unionistes protestants d'Irlande du Nord font échouer l'accord en 1974 par des grèves de grande ampleur. Et suite à cet échec, c'est reparti comme en 14, en l'occurrence en 1974, puisque la répression contre l'IRA gagne en violence. Et dans ces conditions de détention, des membres de l'IRA sont enfermés dans des prisons nord-irlandaises. Et parmi tous ces prisonniers, certains vont faire la grève de la faim. Notamment le célèbre Bobby Sands, qui va dénoncer de manière énorme la façon dont ils sont traités. Margaret Thatcher, qui est Premier ministre à cette époque-là, ne daigne pas réagir, d'où d'ailleurs son surnom de Dame de Fer. Alors,
il y a une véritable peur sur la ville qui s'établit en 1974, puisque pour la première fois, Ulster, c'est la première victime civile en fait, parce que c'est déchiré. Ces 6 comtés-là possèdent 3 comtés situés sur le territoire de l'Irlande, dont sont de la population sont catholiques. Et en fait, ça provoque des états d'urgence tout le temps. Il y a des voitures qui explosent en centre-ville, qui tuent des personnes, que ça soit dans le comté de Donegal ou de Monaghan. Vous avez 22 morts qui font quelques jours plus tard dans 3 voitures piégées qui sautent à Dublin, qui font 22 morts. Donc l'état d'urgence est déclaré en Irlande et accuse l'IRA d'être derrière les attentats. En fait, on le sait maintenant, ces attentats avaient été montés par les services secrets anglais pour bien foutre le bordel un peu de partout. Et donc, le fait que Bobby Sands meurt après 66 jours de grève de la faim, c'est un militant de l'IRA, inutile de vous dire que ça met évidemment le feu aux troubles. Alors tout le monde s'en mêle, parce que les H-Block, qui est une brochure en fait tirée de la mort de Bobby Sands, va être diffusée à l'étranger. Et évidemment, ça provoque l'émoi dans le monde, parce que, excusez-moi, on fait la grève de la faim, mais on laisse pas mourir quelqu'un de faim, quelles que soient ses opinions politiques. Par exemple, en Inde, le Parlement va observer une minute de silence en souvenir de cette lutte non violente. En France, François Mitterrand va envoyer un télégramme de soutien aux grévistes qui sont emprisonnés à Maze. Il y en a 9 d'ailleurs d'entre eux qui vont mourir avant août 1981. Le 10e va décéder au milieu du 10 août. Et donc Margaret Thatcher, elle a aucun remords. Elle va même déclarer Monsieur Sands et ses acolytes sont des criminels reconnus coupables. Inutile de vous dire que ça crie un peu partout. Alors, face aux pressions américaines et européennes, à partir de novembre 1985, Margaret Thatcher va être obligée de signer un accord anglo-irlandais dans lequel Dublin obtient un droit de regard sur les affaires nord-irlandaises. Ça a tiré, je vous le dis tout de suite, ça a méchamment tiré sur cette histoire. Et là où les intérêts de la minorité catholique étaient en jeu, c'est quand même un premier pas pour sortir du conflit, et on peut dire que la mort de Bobby Sands n'y est pas pour rien, bien sûr. Alors c'est pas le meilleur moyen de récupérer quelque chose, mais voilà. Alors au début des années 80, suite à ce conflit des H-Blocs, donc en fait parce que les prisons de l'époque formaient des H, c'est pour ça qu'on les appelait les H-Blocs, va s'intensifier et va gagner une audience internationale suite à la brochure qui est diffusée. Et à partir de ce moment-là, les prisonniers républicains vont apparaître dans toutes les revendications. Et le Sinn Féin s'amuse, c'est peut-être pas le mot, mais en tous les cas, annonce des grèves de la faim, des actions, etc. Et plusieurs prisonniers, que ce soit l'INLA ou PIRA, se joignent au mouvement pour pouvoir, on va dire, supporter toute cette période-là. Alors c'est une période assez trouble, assez difficile, et d'ailleurs on le sait, Margaret Thatcher refusera tout compromis selon sa formule très célèbre: on ne parle pas avec des terroristes. Les terroristes, en fait, en tous les cas qu'elle appelle terroristes de l'IRA provisoire, et certains prisonniers décident, suite au décès des grévistes, de l'attaquer. Et le 12 octobre 1984, à 2h45 du matin, une bombe de l'IRA provisoire explose au Grand Hôtel de Brighton, qui est d'ailleurs en plein milieu de la réunion annuelle du Parti conservateur, celui de Margaret Thatcher. 5 personnes sont tuées. Margaret Thatcher n'est que très légèrement blessée. Et durant toute la durée de son mandat, Margaret Thatcher va refuser toute discussion avec des groupes armés, que ça soit l'IRA, que ça soit sur le continent africain. Elle refuse absolument
de négocier avec des groupes qu'elle estime terroristes. En plus, elle est supportée dans ce moment-là par une propagande des services secrets britanniques qui y sont allés à la truelle aussi. Et donc, petit à petit, bah, ces escadrons de la mort, ces troubles, etc., amènent petit à petit le camp républicain va se transformer profondément et la Convention générale de l'IRA provisoire se réunit le 20 septembre 1986 et va entraîner en fait deux courants. Le premier, ce sont les partisans de l'électoralisme, donc d'où donc les têtes de pont sont Gerry Adams, Martin McGuinness et Patrick Doherty. Et de l'autre côté, les traditionalistes, qui sont attachés à l'abstentionnisme. Et en octobre 86, la Convention générale jure de continuer la lutte armée, mais d'ouvrir une voie à une plus large participation de la vie électorale. Et les traditionalistes vont quitter le Sinn Féin pour fonder en fait le Republican Sinn Féin. Et selon l'expression de l'expression qui est donnée à l'époque, en fait, la stratégie des républicains est en fait une voix, une urne. Voilà, une urne, une voix, ou un vote, une urne. Alors, tout ça amène à ce fameux accord dont je parlais, accord anglo-irlandais, qui va être proposé le 15 novembre 1985. Alors, il n'est pas parfait, il satisfait absolument personne, ou très peu de monde, mais il a, on va dire, l'avantage d'envisager, entre guillemets, une paix entre les belligérants. C'est un obstacle. Alors, l'IRA comprend que c'est le véritable obstacle à la réunification. C'est pas le gouvernement britannique, hein, il le déclare d'ailleurs, parce que Londres, en gros, s'engage officiellement dans ce traité à mettre un terme à la partition, mais c'est les unionistes. Alors, bien que le nombre de morts continue d'augmenter dans les deux camps, notamment suite à une campagne d'assassinat de catholiques et de membres du Sinn Féin par les loyalistes protestants, les négociations en fait de John Hume et de Gerry Adams, donc qui est à ce moment-là le leader du Sinn Féin, qui est la vitrine politique de l'IRA. On va s'exprimer ça grossièrement, c'est à peu près ça. C'est beaucoup plus subtil que ça, mais en gros on va dire ça, vont aboutir à une stratégie fondée sur la diplomatie. À cette époque-là, aux États-Unis, il y a un certain président qui s'appelle Bill Clinton qui répond aux demandes de John Hume et qui est très attentif à l'évolution de l'accord de paix. Et l'accord du Vendredi Saint, donc qui est signé le vendredi 10 avril 1998, qui se trouve être le Vendredi Saint, juste avant Pâques, porte sur deux points importants. 1. L'exécutif nord-irlandais sera désormais dirigé par un premier ministre unioniste et un vice-président nationaliste. Et la mésentente entre les deux pôles de cette direction bicéphale ça aboutirait à la destitution de l'exécutif, donc autant qu'ils s'entendent bien. Et un conseil ministériel nord-sud est créé, dans lequel vont collaborer et collaborent le gouvernement de l'Irlande du Nord et la République du Sud, la République d'Irlande. Alors, le bilan humain de cette période-là fait état, à peu près, de 3181 morts et de 3665 blessés, selon les sources, et de morts. Enfin, on situe la fourchette entre 3181 et 3665 morts, et il y a plus de 40 000 blessés, graves ou légers, mais 40 000. Mais le conflit nord-irlandais a surtout, en fait, un impact psychologique désastreux sur la population nord-irlandaise. En fait, c'est un élément d'insécurité constant qui va se renforcer par la présence policière et militaire constante britannique. Et par conséquent, il y a eu une conséquence qui est avérée, c'est qu'en fait il y a une consommation d'alcool, de drogue à ce moment-là,
et aussi beaucoup de suicides et de cauchemars. Notamment, il y a un rapport qui a été publié en 2016, je crois, dans The Irish News, qui faisait état qu'il y avait plus de personnes qui se sont suicidées au cours des 17 dernières années d'existence qu'il y en a eu autant des 30 années de conflit en Irlande du Nord. Et les statistiques, en fait, indiquent que le nombre de suicides a augmenté de manière exponentielle depuis l'accord du Vendredi Saint. Voilà. Parce qu'en fait, les jeunes catholiques sont davantage touchés par ce phénomène-là. Bah oui, ces répercussions. Alors, le nouveau gouvernement exécutif prend place le 2 décembre 1999 et le Direct Rule établit plusieurs reprises pendant la décennie. Voilà, ils vont s'organiser petit à petit. Ils vont transformer la police. Les unionistes râlent, hein, bah ça évidemment. Et les partis modérés, eux, vont se voir arriver face à eux on va dire, un homme fort du parti unioniste qui s'appelle Ian Paisley. Et à la tête de cette union-là, de ce gouvernement exécutif, va arriver en 2017, pardon, Ian Paisley, donc qui devient Premier ministre d'Irlande du Nord, et son vice-premier ministre n'est autre que Martin McGuinness, donc qui est l'ancien chef d'état-major de l'IRA provisoire et membre du Sinn Féin. Alors, Ian Paisley va démissionner, va être remplacé par Peter Robinson, mais malgré l'accord de Belfast, il y a quand même des petits actes de violence à droite à gauche, parce que voilà, il y a des groupes dissidents. Alors, il y a des groupes dissidents dans les groupes dissidents. Alors, on ne dit pas le souk. Voilà. Et dans certains contextes, vous avez toujours les Orange Volunteers, vous avez l'IRA, alors qui choupine par-dessous. Voilà. Et malgré le cessez-le-feu qui se trouve du côté loyaliste, il est considéré comme nul et non avenu. Donc il y a des règlements de compte à l'intérieur des groupuscules et un groupe dissident républicain va se créer, puisqu'ils vont créer The Real Irish Republican Army, donc là, l'IRA véritable, qui est dans la continuité, qui vont même frapper Londres, puisque il y a quelques, on va dire, attentats à la bombe qui est mené par l'IRA, mais le 28 juillet 2005, l'IRA provisoire annonce la fin de la campagne de sa campagne armée. Et qui va être suivi en 2009 par l'Irish National Liberation Army, puisqu'en fait ils ont décidé de se désarmer. Tous les groupes paramilitaires progressent. Tout au long des années 2000, en fait, il faut arriver à se désarmer. Alors, il faut attendre jusqu'en juin 2000 pour que le premier stock d'armes de l'IRA provisoire soit donné. Et tout au long des années 2000 et jusqu'à 2010, plus ou moins tout le monde va rendre les armes, ou en tous les cas peut-être bien mieux les planquer, pour mettre fin officiellement à 38 ans de violence interconfessionnelle en fait. Alors il faut pas croire qu'il n'y ait pas cette violence soit pas complètement éteinte. On l'a vu, il y a eu des petits troubles il n'y a pas très très longtemps, parce qu'en fait il y a une espèce de ségrégation spatiale et sociale, alors qui entraîne la disparition des quartiers mixtes, et les nouvelles générations communiquent moins que leurs parents avec, on va dire, ceux d'en face. Et il y a des murs de la paix qui sont construits régulièrement pour éviter au début les affrontements, mais aussi parce que y a un retournement autour des écoles. Et vous avez des écoles catholiques qui sont situées dans le quartier protestant, et il y a des parades orangistes, on en voit, qui continuent à fonctionner. Alors, à partir de avril 2021, et plusieurs mois après l'officialisation du retrait du Royaume-Uni et de l'Union européenne, suite au référendum de 2016, il y a une majorité des citoyens nord-irlandais qui décident de voter le maintien.
On voit éclater des petites émeutes dans les côtés loyalistes majoritairement protestantes, où le Brexit en fait nourrit le sentiment de trahison, puisque le protocole nord-irlandais, négocié par le Royaume-Uni et l'Union européenne, a rétabli des contrôles douaniers entre le marché britannique et le marché européen, ce qui se fait au niveau des ports, mais pas dans les terres. Alors pour éviter une frontière irlandaise physique, c'est une frontière au niveau des ports. Voilà. Alors les loyalistes ralotent comme d'habitude parce que en fait ils se sentent isolés et éloignés du reste du Royaume-Uni, puisque en fait l'Irlande est dans l'Union européenne et le Royaume-Uni ne l'est plus. Donc l'Ulster ou l'Irlande du Nord ne fait plus partie de la communauté européenne. Alors, c'est vrai que tout ça a mené à un bilan assez lourd. Il y a des sources britanniques qui donnent un nombre très très établi. Tout à l'heure, je vous ai donné une fourchette, mais il y a des sources britanniques d'historiens qui dénombrent exactement 3526 morts du conflit entre 1969 et 2001. Ils ont pris la fourchette. On dénombre 2058 morts parmi les troupes paramilitaires républicaines, 1018 tués par les groupes paramilitaires loyalistes. Chacun tue son quota, hein, bien sûr. 363 tués par les forces de sécurité britanniques. On décompte 1842 civils par dedans, 1114 membres des forces de sécurité britanniques, 393 paramilitaires républicains et 167 paramilitaires loyalistes. Alors, c'est un chiffre, hein, on est bien d'accord sur la question, mais voilà, alors, il y a aussi ça c'est l'histoire, donc on espère que ça va se calmer, et que surtout, pour ma part, que l'Irlande du Nord soit rattachée à la République d'Irlande, hein, on est bien d'accord sur la question. C'est pas encore demain, mais ça se pourrait, on sait jamais. Oh, écoutez, on ne sait jamais. Alors, il faut expliquer aussi les groupes paramilitaires et l'influence de l'Église. Alors, il y a plusieurs groupes paramilitaires loyalistes qui vont intervenir dans le conflit. Je vous citais tout à l'heure l'Ulster Defence Association, qui est fondée en 1971, qui est la plus grande organisation en taille, puisqu'ils ont eu jusqu'à 30 000 membres. Vous avez le Ulster Volunteer Force, qui lui est grand par sa violence, hein, parce qu'ils ont fait plus de 400 morts pendant le conflit, et vous avez d'autres groupes qui étaient plus des prête-noms, notamment par exemple les Ulster Volunteer Force, ou vous avez Ulster Freedom Fighter, les Red Hand Commando. Oui, ça aussi, les Orange Volunteers, qui sont tous formés dans les années 70, donc vous avez pas mal de paramilitaires loyalistes qui vont se fédérer un peu de partout. Il y a un document officiel britannique qui va dire qu'à peu près 15% des membres de l'Ulster Defence Regiment ont des liens avec les paramilitaires, d'où le problème récurrent de qui fait quoi et qui a fait quoi. Donc on dit que 80% des personnes tuées par les groupes paramilitaires unionistes sont des civils, et qu'au cours du conflit, les formes de violence ont varié. Au début, c'était des assassinats purs et durs, et que très souvent les victimes, les civils catholiques victimes étaient pris au hasard. Et de l'autre côté, vous avez les groupes paramilitaires irlandais. Alors oui, on connaît le plus important, puisque c'est l'IRA. On a expliqué la fameuse scission de 1922 entre l'IRA, etc. Alors, ils ont déclaré un cessez-le-feu en 72. Et je vous disais, l'IRA provisoire va être rapidement le principal groupe paramilitaire républicain. Alors, on estime, c'est une estimation, hein, qu'il y avait à peu près entre 1500 et 6000 membres officiels, impliqués dans l'IRA provisoire. Ils ont quand même fait 1824 morts pendant le conflit, mais plusieurs
groupes vont être soupçonnés d'appartenir à l'aile militaire des partis politiques, de tout à l'heure dont je vous parlais, entre l'IRA et le Sinn Féin, puisque, par exemple, le Irish National Liberty Army est soupçonné d'être la branche militaire de l'Irish Republican Society Party, et comme ça, plus ou moins, arrivent des groupes à part. Par exemple, le Continuity Irish Republican Army, ça pouvait être la branche armée du Republican Sinn Féin. Vous avez l'IRA véritable, qui est fondée en 97, qui est soupçonnée d'être tout simplement une branche militaire d'un autre mouvement. Voilà. Et donc, tous les dissidents de l'IRA officiel et l'IRA provisoire sont nés de la scission en fait de l'IRA, tout simplement. Alors c'est toute l'implication, que ça soit dans le processus de paix, dans les prête-noms, dans les sous-groupes, etc., font en fait que petit à petit toutes les principales organisations vont déposer les armes, puisque l'IRA provisoire va le faire en 2005, et l'officiel, si on peut parler ça d'officiel, en 2010. Alors l'arsenal se composait en tout. Vous aviez des fusils, vous avez des fusils d'assaut, des mitrailleuses, vous avez des lance-roquettes, des missiles sol-air. Non, quand ils ont déposé les trucs, ils ont déposé les trucs. Bon, après, on n'est pas à l'abri qu'ils aient planqué des trucs, ça, comme tous les groupes armés. Voilà. J'aime bien quand ils disent le TA, il planque plus rien. Enfin, de temps en temps, on retrouve des caches quand même d'armes. Donc ceux-là, ils sont pas à l'abri. Alors, ils ont trouvé des missiles solaires. Enfin, ils ont déposé des missiles solaires. Ils avaient des lance-flammes. Évidemment des armes de poing et quelques tonnes de Semtex. Oui, de quoi faire sauter 2-3 bâtiments. Voilà. Ah non, je vous assure. Voilà. Donc, il y a d'autres armes et ils avaient beaucoup d'armes artisanales, des bombes sales. Voilà. Donc, c'est quand même assez énorme. À un moment donné, il y avait même une estimation, en 1979, il y avait l'estimation de la dépense chaque année que faisait l'IRA provisoire pour le conflit armé. Ils estimaient à plus de 950 000 livres sterling pour le conflit, sachant que les recettes, entre guillemets, les rentrées d'argent venaient principalement des attaques à main armée, du racket et de l'aide de l'étranger qui n'était pas négligeable, puisqu'il y avait à peu près 120 000 livres sterling qui venaient d'aide de l'étranger, notamment des catholiques irlandais. Voilà. Donc, pour vous dire que c'était un peu plus complexe que ça. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'influence de l'Église dans le conflit nord-irlandais. C'est sûr que le conflit nord-irlandais s'est cristallisé autour de deux projets politiques contradictoires. Un, la volonté de réunification de l'île, exprimée par la plupart des catholiques et qualifiée de nationalisme catholique, et une volonté de préservation et même de renforcement du lien avec la Grande-Bretagne qui était défendue par les protestants, donc les unionistes. Et ces deux idéologies vont connaître pas mal de variantes. Ça se heurte, etc. Simplement, la spécificité du domaine de religion en Irlande du Nord est assez complexe. La communauté catholique, la plus importante confession en Irlande du Nord, représente à peu près 40% de la population en 2001. Les protestants sont divisés entre trois dénominations principales. Les anglicans de l'église irlandaise, qui sont à 15%, les presbytériens à 20% et les méthodistes à 3%. Il y a un peu moins de 14% de la population qui se déclare sans religion. Donc l'Irlande du Nord possède l'un des plus hauts taux de religion des sociétés occidentales, puisque 86% des habitants de ce territoire appartiennent à une église. Et 61%, donc je parle de 2001, 61% se rendent à la messe ou au culte, selon ta religion, au moins une fois par mois, voire deux. Voilà. Alors, la religion constitue le seul lien social significatif de ce territoire, même si la plupart des Irlandais du Nord se définissent d'abord et avant tout comme des catholiques ou des protestants. La religion, elle, fonctionne comme un marqueur social puissant et conditionnant, puisque en fait, appartenir
à une église ou un culte, enfin en tous les cas que vous soyez nationaliste ou unioniste, hein, puisque catholique égale nationaliste et unioniste égale protestant, ça imbrique ces croyances religieuses et politiques qui sont aussi anciennes que le conflit lui-même. Et en fait, les églises ont un rôle dans ces marqueurs sociaux et des acteurs du conflit, parce que en grande partie, au nom de la lutte contre l'obscurantisme des catholiques, eh bien, il y a un amalgame qui va se faire entre la résistance au pouvoir protestant par les catholiques et aux résistances britanniques. Voilà, donc c'est véritablement un mélange et les relations sont très complexes avec la politique, puisqu'en fait, entre les églises et les partis politiques, il y a un rapport assez fort de rivalité. Et les églises, elles veulent bien jouer un rôle d'acteur politique à part entière, mais il faut faire attention. Voilà. Par exemple, l'Église catholique a été confrontée à un problème de soutien populaire aux militants de l'IRA. Elle condamne leurs activités, mais de l'autre côté, certains des membres de l'IRA sont catholiques et pratiquants. De l'autre côté, pareil, même manière, il y a des opinions plus radicales dans la communauté protestante, notamment prises en charge par Ian Presley dont je parlais tout à l'heure, qui était à la fois membre d'un parti politique et membre d'une église, puisqu'il appartenait à l'église presbytérienne libre. Il y a à peu près 20 000 membres, je pense, actuellement, enfin, au dernier décompte. Donc c'est vrai que l'église d'Irlande du Nord a joué un rôle central, non seulement pour l'identité de chaque communauté, mais en tant qu'acteur du conflit. Alors réel, imaginaire, on n'en sait rien, il n'y a qu'eux qui peuvent le savoir, mais c'est vrai qu'il y avait une querelle qui n'était pas que idéologique ou théologique, mais l'histoire de cette île a fait des églises et des institutions des membres à part entière, puisque dans les sermons, dans les discours, forcément il y avait la nécessité des deux communautés à aider alors son prochain à faire la paix, mais c'est toujours un peu compliqué quand vos membres sont aussi impliqués dans la lutte armée. Voilà. Donc c'est vraiment un sujet assez complexe. Vous voyez à l'écran pas mal de livres et de films à voir. Il y a des livres plus politiques comme ceux de McGuinness, Gary Adams, Paisley, etc. Vous avez aussi des confessions de certains membres qui faisaient partie des volontaires de l'IRA, qui ont évidemment écrit ce qui se passait. Voilà, vous avez beaucoup de livres qui ont été faits sur les sujets-là, des minutes aussi, il y a des colloques, les études irlandaises ont fait beaucoup de colloques sur l'Irlande du Nord. Si ça vous intéresse, vous avez une revue des études irlandaises qui avait invité le romancier essayiste / journaliste que j'adore, Robert McLean Wilson, qui est irlandais du Nord, hein, qui vient de Belfast. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été écrites et qui peuvent peut-être vous donner envie d'en savoir un peu plus, de connaître pas mal de choses. Alors moi je me suis appuyée sur beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses sur le sujet, et il y en a d'autres, il y en a pas mal qui sont bien faits. Après, ça me donnerait beaucoup trop de temps de vous lister tout ce que je peux avoir sur le sujet, ou ce que j'ai lu, ou ce que ce que je pourrais vous recommander, parce que effectivement, il y en a tellement. Voilà, qui sont, enfin, je veux dire, si vous allez dans une librairie et que vous allez sur conflit nord-irlandais, vous allez en trouver plein. Mais je vous en ai mis quelques-uns qui peut-être vous donneront envie de le lire. Il y en a un autre qui est paru chez Autrement en 99, qui était les mémoires d'un soldat de l'IRA qui s'appelait Sean, je crois, Sean, soldat de l'IRA ou un truc comme ça. Vous avez un lexique d'histoire et de civilisation irlandaise qui était paru chez Ellipse. Toujours pareil, 99 je crois. Et voilà, donc il y a beaucoup de gens, il y a une pionnière dans l'histoire de l'État, enfin de l'histoire de l'État nord-irlandais qui s'appelle Gillian McIntosh, qui a publié
pas mal de livres sur le sujet. Voilà, donc franchement, si ça vous intéresse, elle a travaillé beaucoup sur les unionistes, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a énormément de choses qui sont faites sur ce conflit. Donc j'espère que ça vous a plu, que que ça a répondu à la question des personnes qui ne savaient pas d'où venait le conflit, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. On restera pas loin de la culture britannique, puisque le mois prochain, on m'a demandé très gentiment de faire d'autres thématiques historiques. Et là, le mois prochain, on va parler de feu Sa Majesté Elisabeth II, donc on reste sur le continent de l'Empire irlando-britannique pour ne vexer personne. En mars, je sais plus, mars, on va parler de femmes puissantes françaises. Inutile de vous dire que ne vous attendez pas à ce que je vous balance que des reines, hein. Voilà. Il y aura de la littérature, il y aura des pionnières de syndicalisme, il y aura des scientifiques, des historiennes, enfin bon, il y aura quand même pas mal de monde. Oui, parce qu'on parle toujours de certaines, mais il y a eu beaucoup de femmes très puissantes depuis la nuit des temps en France. Voilà, ça c'est fait. C'est juste que vous étiez. Alors moi j'aime bien. Alors aucune polémique sur l'histoire, hein, mais la dernière fois très gentiment il y a une dame, ah mais je connaissais pas, enfin qui m'a dit sur MP en Insta, ah je ne savais pas que ça existait, etc. Je lui ai dit oui, non mais je comprends que vous ne connaissiez pas. Oui, mais on l'apprenait pas à l'école. Je lui ai dit mais l'essentiel de la culture ne vient pas forcément de l'école. Alors, si vous n'êtes pas curieuse et que vous n'avez jamais été curieuse à part à maintenant avoir découvert que il y avait des femmes qui étaient très connues et très respectées, voilà, et il y avait des femmes dans l'Antiquité qui étaient des enseignantes renommées, qui ont notamment, elle s'appelait Asafia, je crois que c'était l'enseignante, enfin celle qui enseignait à l'université, je crois que c'est Socrate ou Sophocle, non c'est Socrate. Voilà, donc excusez-moi du peu, Hypatie par exemple, qui était une des plus grandes astronomes slash physicienne slash inventrice. Euh, elle a découvert l'ellipse, voilà, de la Terre, enfin le fait que la Terre tourne comme ça, façon pas rond, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oui, enfin pas que la Terre n'est pas ronde, c'est pas ce que je veux dire, c'est l'ellipse de la Terre qui tourne autour du Soleil. Voilà. Mais c'était des femmes très connues, hein, à l'époque d'Alexandrie, machin, voilà. Il faut juste s'intéresser aux choses, c'est tout. Voilà. Mais bon, j'essayerai de vous choper des femmes, j'en connais quelques-unes dont j'ai envie de parler. Donc il y aura pas que j'ai déjà fait les reines de France, donc je vais pas me réétaler sur les reines de France. Vous avez qu'à aller sur SoundCloud, vous tapez sur ma chaîne, vous tapez reine de France ou reine ou femme machin. J'avais même fait un long podcast sur les femmes en littérature française, très connues, etc. Enfin, en tous les cas, moi, connues pour moi, voilà, que j'avais lu, comme des gens comme Rachid, comme Pierre Brune, comme Louise Collet, comme Anna Noailles, et toute la clique. Voilà, donc c'est juste une question de curiosité. Voilà, donc on verra en mars, mais on n'y est pas. Le mois prochain, on parle de Sa Majesté la Reine. Oh là 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 là. Je vais essayer de ne pas couiner comme un goré pendant l'enregistrement, parce que vous savez, je suis toujours pas remise de cette histoire-là, moi. Allez, merci d'avoir écouté ce long podcast, d'avoir regardé, si vous l'avez vu sur YouTube, le podcast, enfin le PDF, enfin la présentation illustrée, sachant que sur le drive que vous avez dans la barre d'infos, pour ceux qui écoutent qu'en audio, vous pouvez aller cliquer sur le lien et vous taperez directement sur les thématiques historiques de 2026 et vous aurez donc forcément le PowerPoint à la vue pour regarder et pour prendre des petites notes. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.